Bonsoir à tous et bienvenue dans NCI Sport. Ce soir, le Grand Doc est consacré à l'un des plus grands basketteurs qu'ait connu la Côte d'Ivoire. Son nom, Stéphane Konaté. Il a commencé le basket à l'âge de 12 ans au Collège moderne de Korogo. Et quelques années plus tard, il est élevé au rang de légende en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Comment s'est construite cette légende? Réponse dans ce doc proposé par Armel Yao, Hervé Kiessé et Moon. 23 août 1980, Bouaké. La famille Konaté accueille un nouveau membre. Il est baptisé Konaté Sornan Stéphane. L'enfant grandit et entame un cursus scolaire qui lui réussit plutôt bien. Il passe avec succès l'examen de CEPE et valide son entrée en 6e. Le petit Konaté intègre le Collège moderne de Korogo. Passionné de sport, Stéphane Konaté, comme tout gamin, commence à jouer au football. Il abandonne plus tard les crampons pour les baskets. À 23 ans, il remporte son premier sacre national avec l'Africa Sport d'Abidjan. 2 ans plus tard, il signe à l'Abidjan Basket Club. Sur l'échiquier continental, le natif de Bouaké s'affirme. Champion d'Afrique des clubs en 2005, MVP de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 2005, vice-champion d'Afrique en 2009 et 2021, ballon d'or de la longévité au haut niveau décerné par FIBA Afrique, Stéphane Konaté se taille une réputation d'acteur majeur de la balle au panier en Côte d'Ivoire. Au plan national, Stéphane Konaté remporte 18 fois le championnat de Côte d'Ivoire. Mais derrière ces faits se cache un homme que NCI Sport vous emmène à découvrir maintenant. Collège moderne de Korogo. C'est dans cet établissement d'excellence que se trouvait le centre omnisport de Korogo, là où Stéphane Konaté a tapoté le ballon de basket pour la première fois. Il n'avait que 12 ans. Dans les années 91-92, je commence à m'intéresser réellement au sport. N'oublions pas que moi, ma famille est sportive. Mon vieux était sportif, il était handballeur, arbitre international de handball, il était footballeur aussi. Et il était même secrétaire général de la ligue de football, de la FIF, à Korogo. Et donc, on a baigné dans une atmosphère vraiment sportive. Et moi, je commence par le football, comme je pense tout gamin à mon âge, 10, 11, 12 ans maximum. Donc, je commence par le football. Et on était à Korogo, donc malheureusement, à Korogo, les centres de formation de football, avec les compétitions de football des enfants n'étaient pas trop développées et vulgarisées. On avait un groupe d'amis où d'autres de mes amis étaient au basket, ils s'entraînaient au basket. Et eux, ils partaient sur Abidjan, ils venaient faire des compétitions nationales, des finales nationales, soit à Abidjan, soit à Bouaké, soit à San Pedro. Mais ils voyageaient, ils bougeaient. Et nous, on était sur place. On restait toujours à Korogo, tu es champion, tu restes là, tu ne bouges pas. Il n'y a pas de véritable détection dans le temps en fait, pour pouvoir intégrer soit une académie un peu plus prestigieuse ou pouvoir intégrer l'équipe nationale. Voilà comment moi, je commence à laisser un peu le foot pour aller vers le basket. Mon prof DPS, M. Kone Diakaridja, qu'on appelle très affectueusement Diako, a créé un centre de formation à Korogo. Et il repérait ses meilleurs éléments dans ses classes qu'il tenait pour les mettre dans le centre de formation. Stéphane faisait partie du groupe du lycée moderne, parce que j'avais monté 2 petits groupes, les enfants du lycée moderne et les enfants du CAFOP. L'établissement était leur lieu d'habitation parce que les parents étaient la plupart du temps de l'éducation nationale. Donc voici comment ces enfants-là sont venus à moi. Mes débuts n'ont pas été trop difficiles parce qu'avec mon groupe d'amis, on avait simulé des paniers de basket dans nos différentes cours. On jouait pieds nus. Avant, il y avait les matelas, les lits picots. Il y avait des ressorts à l'intérieur. Donc nous, on avait le malin plaisir d'enlever 2 ou 3 ressorts. On rendait ça en cercle ou rond et on pointait ça sur les arbres. Et c'est avec ça qu'on jouait un peu au basket avec nos
connaissances basiques. On s'est familiarisé comme ça avec le basket. Donc quand on est arrivé au centre de formation, on avait quelques notions. Peut-être que ces notions n'étaient pas professionnelles ou académiques, mais ces notions m'ont aidé particulièrement à mieux appréhender ce saut vers l'inconnu qui était le basket. Nous, on n'avait qu'une seule cassette VHS qui se promenait dans le quartier. C'était la cassette de Jordan. L'histoire de Jordan, comment il a commencé, quels sont ses exploits et tout. Donc, on a tous grandi, on dit ça comme ça, dans le basket, avec les exploits de Jordan, de Michael Jordan. Après, il y a eu des générations après, comme Kobe Bryant, paix à son âme, qui nous a vraiment, après c'est dans la maturité qu'on a vraiment connu Kobe, et puis on a épousé la philosophie de Kobe jusqu'à aujourd'hui, et puis bon voilà, on essaie de tricher un peu ce qu'ils avaient comme valeur, quoi. Mais au niveau national, moi mon idole c'était Blaise Amalambian, parce que c'est eux qui passent à la télévision quand on était encore jeune, un peu plus jeune. Blaise a joué la Coupe d'Afrique des clubs champions ici en 2000 avec la SEC. Moi, je n'étais pas encore ici à Abidjan, donc on a vu ça à la télévision. Ils étaient champions avec la SEC. On ferme les yeux, on ferme les oreilles. La SEC confère le but. C'est Amalambian, 62 pour la SEC. Et s'il assure le deuxième, la SEC est vraiment assurée. De lancer, 63. Il reste 4 devant, 5 devant. Et ça finit, ça finit, ça finit, ça finit. La SEC est la championne d'Afrique. Je voulais jouer comme lui, je voulais faire comme lui, je voulais jouer avec lui, tu vois, être son coéquipier un jour. La première division, je l'ai connue avec le COK, donc le club omnisport de Korogo. Notre coach Diako avait monté une équipe senior. Donc cette équipe senior participait au championnat national. Non, nous, on était en cadet. Moi, j'étais en cadet. Et le coach nous a surclassés en senior. Tu t'imagines? De cadet, ils nous envoient en senior. Il y avait Sanogo Yakuba, qui était au lycée moderne ici. Il y avait Alpha, bon, qui est sorti après aussi. Il y avait Stéphane lui-même. Et il y avait Toutou, Ibrahim. Et avec ces quatre-là, je ne le cache pas, sincèrement, je pensais qu'ils pouvaient sortir. Ce qui fait qu'ils ont été tellement précoces qu'ils ont joué déjà en première division en cadet. Je me rappelle bien, c'était contre Jeanne d'Arc. Et ce jour-là, il y avait 4 cadets dans l'équipe. Voilà comment moi je participe la première fois au championnat national de Côte d'Ivoire. 2002-2003, après mon bac, j'arrive à l'INJS. C'est là-bas que je croise Blaise Amalambian, qui était en dernière année, moi j'étais en première année. Et je lui demande, en fait, le fait que je veuille jouer dans un club de première division. Donc Blaise, tout naturellement, me prend et il m'envoie à la SEC. Lui joue à la SEC en ce moment. On arrive à la SEC, on fait les tests de préparation de la saison, tout se passe très bien. Et au moment de faire la liste des 12 joueurs, donc je me rappelle, le coach Djadji Clément était directeur technique de la SEC en son temps, et le coach Dao Malik était le coach de la SEC. Stéphane Konaté venait d'arriver de Korogo et on l'a dirigé vers moi à la SEC quand j'étais entraîneur. Et il est arrivé à la SEC pour un test et éventuellement jouer à la SEC. Et quand il est arrivé, effectivement, je l'ai mis à l'épreuve. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un excellent joueur. Ce qui manquait un peu, c'était au niveau tactique. La SEC décide de ne pas me retenir dans la liste des 12 seniors. Et ils me retiennent plutôt dans la liste des espoirs. J'ai proposé à Stéphane Konaté de nous apporter son savoir en espoir et en même temps en senior. Et quand il me l'annonce, moi je leur dis, malheureusement, j'estime que j'ai dépassé le niveau des espoirs. Et si j'ai venu faire mon test ici en senior, c'est parce que je pense que j'ai un niveau senior capable de jouer à la SEC. Je crois que je n'avais pas bien saisi ce que je voulais de lui. Et il a pensé que je voulais le mettre juste en espoir. Et donc Stéphane Konaté
Quand il est parti de ce test, il n'est plus revenu. Donc je pars et le professeur de basket qui me donnait des cours de basket était le coach Abbas Diop. Un soir au terminus, je marque de retour d'un cours à l'INGS et puis je lui demande de me refaire le génome. Tu joues dans un club? Il me dit non, que j'ai fait un test à la SEC, ça n'a pas marché. Je lui ai dit, bon, moi, j'entraîne cette année l'Africa Sport, mais ça t'intéresse de venir? Il dit oui, coach. Et c'est comme ça qu'il est venu. Il commence à m'entraîner avec l'Africa. Et ce qui était bien à l'Africa, c'est qu'on était vraiment un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes, il y avait Vassil Léandre, il y avait Jean-Michel Ewi, il y avait moi, il y avait Béina Alain. Donc c'était vraiment un groupe de jeunes. Donc on faisait du spectacle. Moi j'avais la particularité d'être très athlétique. Donc moi je faisais des dunks exceptionnels. Quand nous on jouait l'Africa de 2002-2003, les supporters laissaient les autres matchs et venaient regarder le match de l'Africa avec les Stéphane et les Jean-Michel, les Léon. Pourquoi? Parce que nous on faisait du spectacle. Vraiment on faisait du spectacle. Et eux c'est le spectacle qu'ils voulaient voir en fait. Donc on était tout le temps avec plus de public que les autres matchs. Donc en 2003, les dirigeants ont décidé de mettre un peu plus de moyens dans cette jeune équipe-là, dans cette jeune équipe qui a éclos et qui émerge. Donc on est renforcé par Blaise Amalabian, on est renforcé par Serge Afeli. Donc il y a eu pas mal, vraiment pas mal de renforts. Pour le titre de 2003 à l'Africa, Stéphane Konaté a joué sa partition en tant que joueur de percussion qui va en mouvement, qui entre, parce qu'il n'avait pas un bon tir à mi-distance. Donc, ajouté à sa détente, j'ai mis en place une organisation pour qui puisse lui permettre d'exploser dans son secteur de jeu. C'était mon premier titre de champion au niveau national en N1. Donc, imaginez la joie qu'on a pu avoir. Il a surpris le monde, il a explosé sous ma gouverne parce que j'ai essayé d'exploiter au maximum ses qualités et ce qui a valu le fait que l'année d'après, il a été débauché dans un autre club. Alors, je crois que ça doit être, si mes souvenirs sont exacts, l'année d'après, il est parti à ABC. J'ai été contacté par plusieurs clubs, dont Zénith d'ailleurs. Il y a eu Zénith et il y a eu ABC. Donc Zénith, j'ai failli même signer à Zénith, mais au dernier moment, je me suis rétracté pour signer à l'ABC. En 2005, on est champion de Côte d'Ivoire avec l'ABC. On participe à la Coupe d'Afrique des clubs champions. On organisait la compétition ici à Abidjan, donc on était qualifié d'office. Donc on bat le Petro en quart de finale, on bat le Primero en demi-finale et on joue contre l'Interclub de Luanda en finale. Match très difficile, match de Coupe d'Afrique. Et le palais était plein à craquer. Et moi, c'est la première fois que moi je jouais dans une salle où il y avait autant de monde. Ouf, les Ivoiriens nous ont soutenus sur cette compétition et on est champion d'Afrique, okay, des clubs. Je suis le MVP de la compétition. Mais vous-même imaginez, on joue à Abidjan, on est champion d'Afrique et par-dessus tu es MVP. Première fois MVP d'Afrique, c'est-à-dire pour une compétition africaine. Il n'y a pas mieux. Je ne sais pas comment je vais décrire la joie qui m'animait. C'était une joie intense. En fait, tu te rends compte que là, c'est la récompense de tout un boulot abattu, qui fait qu'aujourd'hui, tu es MVP. Et c'était des sentiments de fierté, de joie et de reconnaissance aussi. En lice pour l'édition 2006 de la Coupe d'Afrique des clubs champions, Stéphane Konaté et l'ABC ne parviennent pas à rééditer l'exploit abidjanais. Il termine à la 7e place de la compétition. C'est alors que Stéphane Konaté, en quête d'un nouveau challenge, en Europe notamment, décide de tenter une aventure hors de la Côte d'Ivoire. Direction le Maroc. Mon parcours à l'étranger commence en 2007-2008. J'ai été contacté par un club marocain. Donc le coach qui était là-bas était un coach qui m'a vu dans une compétition en 2006. Donc il me contacte pour que je puisse jouer dans son club au Maroc pour renforcer son équipe. Voilà comment j'accepte de partir au Maroc. Et c'était en première division. Et eux, ils jouaient le maintien et accessoirement les playoffs. On joue le maintien, ça se passe très bien. Et l'année qui suit, on me re-signe pour une deuxième année. Okay. Donc je ne repars encore au Maroc. Donc c'était en 2009-2010. Je repars au Maroc, on joue les playoffs. Malheureusement, on est éliminé en quart de finale. Après une pige au Maroc, il file en Europe avant de revenir en Afrique. Donc je reviens en 2010-2011. On a l'Afro Basket 2011 à
à Madagascar et on a un coach, un nouveau coach qui est Nacho Lexano, l'Espagnol, qui est notre entraîneur. Donc il nous voit, il nous découvre, on fait la compétition et il me propose. Il était entraîneur de Palencia en Espagne, en Pro B, et il me propose de jouer dans son équipe. Tu vois, déjà, c'est une surprise, tu vois. Tu quittes au Maroc, tu reviens, tu joues et on te propose de jouer en Espagne. Mais franchement, ce n'était pas financier parce que je gagnais plus au Maroc que ce que j'allais gagner en Espagne. Mais j'ai accepté de jouer en Espagne parce que moi, je considère que l'Espagne, à part les États-Unis, ou presque à 1 degré moins de l'Espagne, est le pays où il y a la meilleure formation au basket. Donc j'ai fait une saison. Malheureusement, en 2011, je me blesse aussi. À l'Afro-Basket 2011, en quart de finale, il se blesse. Ou en 8e de finale, je ne sais plus. Et il se fait un claquage. Un claquage qui l'a poursuivi toute la moitié de la saison en Espagne. Je ne vais pas dire que ça a plombé ma saison en Espagne, mais ça m'a réduit, en fait. Et je reviens. Je commence à jouer, je joue 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Et malheureusement, la saison ne dure pas beaucoup. 6 mois maximum. Donc je fais mes 3 mois qui restent et puis je rentre. Donc c'était une expérience en Espagne qui a été brève. Il est rentré. Et tout de suite après, je crois que la saison d'après, il a trouvé un contrat en Égypte. Dans le club des Ira AS Guerrilla du Caire. On joue les playoffs, ils sont contents. Ils me re-signent pour l'année qui suit, donc 2014. Donc 2014-2015, je repars jouer encore en Égypte, à Gezira, et on est champion d'Égypte. À la suite de cette aventure, Stéphane Konaté revient au pays. Tu as le côté professionnel. Donc dans prof DPS, j'avais pris des mises en disponibilité, et donc je rentre au pays. Après, tu as la vie qui est le fait que tu deviens père. Passe un peu haut, je t'en prie. Bénis mon mari, que sa journée se passe bien, que ta grâce l'accompagne. J'arrive en Tunisie donc pour un regroupement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de basket en tant que deuxième kiné. Et donc il y a plusieurs joueurs qui sont là. Et dans ce regroupement-là, Stéphane était là. Donc c'est là que je rencontre Stéphane. Moi, je le connaissais de nom parce que j'ai grandi dans le basket. Donc son nom m'était familier, je ne le connaissais pas. J'avais sans doute dû le voir plus jeune, petite, mais je ne me rappelais pas. Et donc c'est là qu'on se rencontre. Donc on fait la préparation. J'ai la chance d'avoir une épouse qui aime le basket. Donc qui a grandi dans le basket, qui elle-même avait un père qui était joueur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et donc elle a grandi dans le basket. En fait, mon père lui-même a joué au basket. Mon père a été joueur de l'Africa quand il avait 15, 16, 17, 18 ans. Stéphane, c'est un époux qui est très calme, très posé. C'est une personne qui est très attentionnée, malgré son éducation qui fasse qu'il est très pudique. C'est une personne qui voit toujours le positif dans tout. Il sait toujours retourner une situation, même un problème, même quelque chose qui peut être une déception ou quoi. Il voit toujours le positif dans tout. C'est vraiment une personne qui pense que si quelque chose arrive, c'est que Dieu a décidé, c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe et que peut-être derrière, il y aura mieux plus tard ou il y aura autre chose plus tard. C'est un père qui impose l'autorité mais sans être autoritaire. C'est vrai que nos garçons savent qu'ils doivent écouter. Quand ils parlent une fois, il ne crie pas. Il va parler une fois et puis ils vont écouter. C'est quelqu'un qui ne crie jamais, qui pose, voilà, vraiment il arrive à ne jamais crier. Et en même temps, il est quand même à l'écoute beaucoup des garçons. Il passe beaucoup de temps avec ses garçons parce que, vu son métier, qui est enseignant, il a des cours très tôt le matin. Après, il s'entraîne personnellement, très tôt l'après-midi. Et en général, entre les cours de l'après-midi et les entraînements, il rentre vers 16h30. Il entraîne à 18h30. Et donc, c'est l'heure où les enfants sont en train de faire les devoirs ou sont à la maison. Donc, il passe quand même beaucoup de temps avec les garçons pendant cette période-là. Et il discute beaucoup. Il essaie de les... Donc, il a vraiment une relation avec les enfants qui est particulière. Quand j'ai rencontré Stéphane et quand après on est tombés amoureux et qu'on s'est mis ensemble, ça a été tout naturel pour moi d'être à ses côtés. Et en plus, ayant en plus un petit peu joué au basket aussi,
disons que je ne m'ennuie pas quand je vais au terrain, je connais les règles, je connais, enfin voilà. Donc vraiment, le basket, c'est vraiment une passion et c'est quelque chose que je partage avec lui et que j'ai déjà eu toute petite. Vraiment, c'est une chance pour moi. Du coup, elle me comprend. Donc, on a trouvé la parade, c'est que si j'ai une compétition, partout où je vais, si c'est possible par rapport à son emploi du temps, donc on aménage l'emploi du temps pour que pendant ces périodes de compétition-là, elle puisse être là-bas. Pour un sportif de haut niveau, c'est très important. Ce n'est pas forcément mon niveau. On voit aussi au football, en tout cas pour ceux qui ont les moyens, faire venir leur épouse, souvent même avec les enfants, pour avoir ce confort familial-là qui te donne toute la force nécessaire pour pouvoir braver tout ce qui est difficulté pendant tes compétitions. De retour au pays, Stéphane Konaté rafle tout au plan national avec l'ABC. Mais une blessure vient le freiner. En 2018, lors d'un match de Coupe nationale, je me blesse. Les quarts de finale de la Coupe nationale. C'était un jeudi. Et il y avait un gros match contre l'Africa. Voilà, en ce moment-là, l'Africa avait une équipe montante dans le championnat. Il y avait une équipe mélangée de jeunes espoirs, mais en même temps d'expérimentés. Vous savez, l'Africa a toujours été un grand club de basket. Le match était dans un contexte très particulier. Les dirigeants de l'Africa avaient chauffé un peu le contexte de ce match-là. Et les joueurs de l'Africa venaient en découdre avec nous. 2 mois auparavant, ça se racontait que l'Africa pouvait nous battre, l'Africa pouvait être champion en 2018, parce qu'effectivement, ils avaient une belle équipe. Pendant l'échauffement, tout de suite, tu voyais comment les joueurs étaient, les joueurs de l'Africa. Tu regardais les yeux, tu savais que vous n'avez pas forcément de bonnes intentions. Mais tout ça, ça se sent, ça se sait, parce que tu es expérimenté. Moi, j'ai commencé le match sur le banc, parce qu'il y avait des joueurs sur le terrain, il y avait des expérimentés sur le terrain. Donc je commence sur le banc comme d'habitude, parce que je crois que j'étais à ma 3e saison déjà à l'ABC. On a commencé le match à 20h. À 20h05, je me blesse. Sur je vais appeler une trop grande fougue du joueur de l'Africa qui rentre dans les jambes de Stéphane Konaté. Le pied arrive, il se blesse. C'est une action de jeu très anodine. En fait, j'étais même pas dangereux en fait, avec le ballon. Je ne partais même pas avec le cerceau. J'avais le ballon, donc moi j'essaie de dribbler. Mon défenseur, la balle m'échappe. Elle va dans mon dos. Donc moi je me retourne, je vais récupérer le ballon. Et mon défenseur qui était déséquilibré entend, avant que la balle ne m'échappe, était à terre, il se relève et il veut plonger pour aller récupérer le ballon. Moi, je suis de dos, moi, je ne le vois pas. Donc, en plongeant, il rentre dans mes jambes et il casse mon pied. Fracture du péroné, entorse grave la cheville. Vraiment, mais j'ai eu très peur. Parce que c'était la première fois pour moi de voir un joueur de basket se blesser, avoir une si grave blessure, et puis de voir mon coéquipier, mon grand frère, avoir cette blessure-là surtout. C'était vraiment triste. Ma cheville part, c'est-à-dire elle est là, et ma cheville est complètement ouverte comme ça. Depuis que je suis avec Stéphane, j'ai remarqué que souvent les joueurs, même les entraîneurs, je ne sais pas si c'est parce qu'il a... Bon, c'est plus ou moins le joueur qui a toujours été local, plus ou moins, qui est allé en sélection, qu'on garde toujours, qui est dans l'équipe nationale, qui va jouer à l'extérieur, qui glane des lauriers à l'extérieur, qui revient et tout. Quand il est en vis-à-vis dans un match, son vis-à-vis est toujours très agressif. C'est-à-dire que la défense est toujours comme s'il faut prouver que... Alors après, c'est vrai que si tu défends sur un très bon joueur, tu veux prouver que tu peux avoir le niveau de ce joueur. Mais j'ai toujours trouvé que c'était agressif. Et dans cette blessure, tu te dis, il n'y a aucune raison de se lever comme ça et de venir sauter sur la jambe du joueur comme ça à 2 minutes d'un match. Et quand j'ai vu ma jambe tordue et cassée là, c'était grave. Je regarde mon épouse et elle me fait un signe du genre, c'est comment? Je lui dis non, c'est mort. Sur le moment, j'ai pas eu peur, j'ai pas été paniquée ou quoi, mais j'ai été triste.
Parce qu'en fait, Stéphane préparait le départ des U13, donc des moins de 13 ans dont il était le coach pour la France. Donc une semaine plus tard, quelques jours plus tard, il avait fait la démarche des visas, les passeports et tout. Ça faisait déjà 6 mois qu'il était avec les enfants. Et pour lui, c'était un retour à Ardres, donc qui est le tournoi de Henri Seu, où il a lui-même été à l'époque à 13 ans et allé à ce tournoi en Benjamin. Et il revenait, donc il avait 38 ans, donc 25 ans plus tard, il revenait. Et en fait, pour lui, c'était vraiment une fête d'aller. Et j'étais triste pour les enfants et pour lui. Je me suis dit, oh mince, il ne pourra pas partir en France, il ne pourra pas aller au tournoi. On arrive à la clinique à Makori, on nous prend en charge. Et heureusement pour moi, j'avais une assurance personnelle. Donc c'est l'assurance personnelle là qui fait qu'on me prend en charge très, très, très rapidement. Et je suis admis aux urgences. Et tout de suite, il fallait faire une radio. On finit, on me fait une anesthésie générale pour replacer mon pied. Parce qu'on ne peut pas replacer mon pied pendant que j'étais lucide. Pour l'opération, on ne peut pas me faire, on ne peut pas me faire une deuxième anesthésie générale compte tenu des protocoles médicaux. Donc, on me fait une péridurale. Et ils m'ont donné un casque où il y avait de la musique finalement. Et puis après ça, je me suis endormi. Je me suis relevé, on m'avait opéré. On m'a mis une broche avec 6 vis pour fixer les os qui étaient cassés là. Et puis ils ont remis ma cheville. J'avais des ligaments étirés de la cheville. Ils ont dû raccourcir les ligaments et coudre dans les ligaments pour ne plus que j'ai de problèmes de cheville un peu plus tard. Vous savez, au sport, quand on doit t'opérer, ça devient compliqué. C'est clair que ça t'éloigne des terrains et on s'est tous posé les mêmes questions. Nous-mêmes, dans l'équipe, les dirigeants, les coachs ont commencé à se poser des questions et ça devenait inquiétant pour tout le monde. Quand il s'est fait opérer, le lendemain, la douleur était tellement forte. Il m'a regardé et m'a dit franchement, je vais arrêter. Et donc je pense qu'il a ressassé ça et il s'est dit en fait, à quoi bon en fait? Tu es là tous les jours, tu prends des coups. 3 semaines avant, il avait eu un coup au niveau du nez, il avait été ouvert au niveau du nez. 2 semaines avant, dans un autre match, il avait eu l'arcade sourcilière. Là, tu te dis, mais en fait, c'est trop. Et je pense que le trop de ça, plus la douleur, l'opération et tout, enfin, il était vraiment truc. Mais ça a duré 24 heures. Le lendemain, il s'est réveillé, il m'a dit, bon, alors, quand est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Il avait oublié. Mais je pense que là, il a eu vraiment un moment où il a baissé les bras, en fait. 3 semaines après l'opération, non, 2 semaines même. Avec la douleur et tout, j'arrive, on est à la maison. Et puis, mon épouse qui est kiné, elle est kinésithérapeute. Et donc, elle me dit, elle me regarde, hein. Je la regarde, je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il faut que tu commences à marcher sur ton pied. Je dis, comment ça? Elle me dit, oui, il faut que tu commences à marcher sur ton pied. Il faut que tu commences à avoir le contact de ton pied avec le sol. Il faut que tu aies l'appui contact. J'ai dit, non, c'est impossible. Elle m'a dit, ouais, mais il le faut, tu n'as pas le choix. J'ai dit, écoute, tu peux commencer à appuyer un peu sur la jambe. Donc, il commençait à faire appui contact, à marcher sur la jambe. Et puis après, il a recommencé à faire le vélo avec le plâtre. Il faisait le vélo avec le plâtre, il allait shooter avec le plâtre. On me dit, oui, mais Stéphane, tu es malade. Comment tu peux shooter? Tu es blessé avec ton pied dans le plâtre. C'est pas encore guéri, mais ça va se déformer. Et mon cher, moi, j'ai pris ma balle. Je m'en vais, je shoot, je suis assis, je shoot. Ou bien je suis debout sur un pied, je shoot. Tout ça pour gagner du temps dans la récupération, dans la rééducation et puis dans la phase de reprise de jeu. Et puis 2 mois après, on a retiré le plâtre. Et quand on a retiré le plâtre, là maintenant moi je suis rentrée en action parce que là j'avais accès à la cheville. Il fallait que je fasse dans le cabinet maintenant de la kiné de mon épouse. Hey. Il fallait récupérer la raideur de la cheville, récupérer la mobilité. Il avait la douleur, il avait un peu la cheville était un peu gonflée, donc on travaillait aussi au niveau de l'œdème. On faisait les soins donc ici à la maison et puis au cabinet. Et puis après, il a recommencé tout doucement à renforcer, donc le mollet, l'équilibre, travail d'équilibre, etc. Donc plus spécifique. Et puis il continuait à côté la salle. J'ai suivi tous ces conseils à Arlette et on a fait la rééducation. C'était dur, c'était compliqué. Mais ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Alors la chose qui est positive, qui est bien avec Stéphane, c'est que c'est le meilleur patient possible parce qu'il ne va pas se plaindre.
il te fait l'exercice que tu demandes, même des fois plus. Et comme il est prof de PS, il connaît l'anatomie, il connaît la physiologie, il connaît le muscle, il connaît l'os, il connaît son corps. Donc en fait, il fait lui-même des exercices qu'il sait qu'ils sont bons pour lui, tout ce qui est haut du corps, etc. Et donc du coup, tout ce qui va être après les sauts, la pliométrie, le fait de sauter, de réception, de machin. Donc en fait, on était vraiment un binôme parfait parce qu'en fait, j'avais pas besoin de tout dire, il faisait même un peu plus. Et puis voilà, donc voilà comment je reviens dans cette compétition et ce championnat-là encore après ma blessure. Il a réintégré le groupe et puis il est revenu, la saison a repris 2018-2019, il est revenu sur... A été blessé gravement, a subi une opération, a été éloigné des terrains pendant pratiquement 6 mois. Mais moi qui le côtoie depuis 2015, je vais vous dire que je n'ai jamais eu l'impression qu'il avait été blessé. Quand moi je fous le paquet au palais, tout le monde est étonné. Il était dit que ma carrière était finie après ma blessure, après cette blessure-là. Parce que c'était une blessure très grave. Elle était très, très, très grave. C'est ce qui m'a montré que Stéphane Konaté est l'athlète le plus résilient du basket ivoirien. Parce que à cet âge-là, avec cette gravité de blessure-là, j'aurais jamais imaginé, sincèrement, j'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu revenir au même niveau qu'il avait auparavant, avant de contracter cette blessure. Quand j'avais juste le paquet, j'avais un sentiment de nouvelles sensations. En fait, c'était comme si je redevenais un nouveau-né. C'est comme si je revenais à apprendre le basket, à rejouer, tu vois. Donc tu ne veux que jouer, mais en même temps, il y a une certaine psychose dans la tête, une certaine peur, qui fait que tous les contacts au sol, toutes les actions où les gens plongent, je n'étais plus dedans. Non, c'était terminé, je n'étais plus dedans. Plus. Donc, je faisais très attention à mon pied. Je me protégeais au maximum. Et puis, le plus important, c'était de retrouver des sensations et de prendre plaisir encore à jouer. Il m'a montré que tout est possible dans le sport. Tout est possible. Après une telle blessure, tu reviens, tu mènes ton équipe à la victoire et vous êtes champion encore. Mais tout le processus a marché. En 2023, le basketteur ivoirien découvre la prestigieuse BAL avec les Fighters. La BAL est une autre compétition. C'est un autre monde en fait. Je pense, sans me tromper, diffusé sur pratiquement 30 à 40 chaînes, avec 7 langues différentes. Donc vous imaginez un peu le degré de visibilité très organisé, très rigoureux, visibilité, ouverture vers le monde. Quoi de plus? Junior's got a block from Obekbar. Through the thicket he goes, down into the corner. Good chance and a good opportunity. Oh, it's another one. Stéphane Konaté. Moi j'ai apprécié et comme je disais à mes coéquipiers de l'ABC, j'ai dit prenez plaisir les gars. Prenez plaisir à jouer cette compétition parce que vous n'êtes pas sûr de la rejouer une deuxième fois. Donnez-vous à fond, donnez tout. Parce que quand on va finir cette compétition, n'ayez pas le sentiment de n'avoir pas tout donné. Donc je pense que ça s'est très bien passé. Et puis on a essayé de tout donner. Et puis voilà comment ça s'est terminé. À peine l'adolescence entamée, Konaté est convoqué pour la toute première fois en équipe nationale. Je suis à Korogo. Le regroupement se font à Abidjan. Donc on a imprimé le regroupement pendant le congé de Pâques. Et après ça, on fait encore une deuxième sélection. Donc, après cette sélection-là, vous êtes 15. Et les 15 font des entraînements chaque week-end, jusqu'à la date du départ. Et nous, donc moi qui étais à Korogo, il fallait que je vienne m'entraîner. Je quitte Korogo le vendredi soir à 20h. J'arrive à Abidjan à 4h du matin, samedi matin. À 8h, 9h, je suis au palais.
on s'entraîne. Samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Moi, après l'entraînement du dimanche après-midi, moi je quitte le palais, je pars à la gare, je prends le car de 20h à Abidjan ici pour Korogo. J'arrive à Korogo, il est 4h30 du matin. Donc lundi matin, à 7h, je suis en classe. Et ça, je l'ai fait pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et après ça, je suis retenu pour pouvoir participer au tournoi de HAD. En 2002, je suis présélectionné pour l'équipe nationale, en senior. On est toujours fier quand on doit représenter son pays. On est toujours fier quand on te présélectionne et qu'on te sélectionne parce que c'est le fruit d'un travail acharné. C'est le résultat de tout ce que tu as ressenti comme sacrifice. Et puis bon, voilà, on ne peut qu'apprécier. En 2009, donc moi je reviens du Maroc et je suis contacté par le manager général en son temps de l'équipe nationale qui était M. Carlo Vieira. Et moi je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, c'est le manager, on m'appelle, on me dit bon, tu es présélectionné et il faut que tu rejoignes l'équipe en Espagne pour la préparation de l'Afro-Basket. On m'avait parlé de Stéphane Konaté à travers d'autres grands joueurs ivoiriens, notamment Paul-Michel Lasme, alias Don Mike, qui m'avait dit qu'il y avait un joueur en Côte d'Ivoire jeune, et bon, c'était à cette époque-là, il avait 29 ans, mais qui était impressionnant athlétiquement, impressionnant de qualité physique. Et je dis, bah écoute, moi il faut que je le voie parce que je manque de joueurs à ce poste-là. Et voilà, il faut que je découvre tout le monde pour pouvoir faire la meilleure sélection possible. Pourquoi se priver de joueurs comme lui? Alors c'est très simple, moi j'ai contacté les dirigeants d'Abidjan et j'ai demandé à ce qu'ils viennent. Le groupe était déjà constitué en Espagne. Moi j'arrive comme le tout dernier, et le Bao quoi, tu vois, le nouveau. Bon, pas le nouveau en équipe nationale, mais voilà, parce que M. Kouré Moïse, dans son temps, sa vision, c'était de faire de l'équipe nationale une équipe professionnelle. Donc la majorité des joueurs de l'équipe nationale étaient des pros, dans ceux qui jouent en Europe, disons ça comme ça. Et moi, j'étais le local. Donc j'arrive, je pense qu'à la base même, j'étais censé ne même pas être dans l'équipe nationale, dans cette équipe-là. C'était juste, tu vois, pour dire qu'on a mis quand même un local, quoi. Tu vois. On fait la préparation, on arrive en compétition. Arrivé en 8e de finale, le coach s'est rendu compte que quand il nous mettait, on était 3 ou 4 joueurs, quand il nous mettait sur le terrain, il avait constaté qu'il y avait une différence entre nous et les pros, comme ça. C'était difficile pour lui au début parce qu'en face de lui, il y avait des joueurs qui jouaient en France, en Pro A, donc il était un peu réservé. Et le coach lui-même n'osait pas forcément l'introduire tout de suite dans le 5 de départ en se disant non, je ne vais pas mettre quand même des joueurs de Pro A sur le banc pour Stéphane Konaté. Et au fur et à mesure, il a gagné sa place. Et à partir des quarts de finale, il a fait des matchs incroyables. Donc on remonte le score, et puis sur plusieurs matchs comme ça. Donc il s'est rendu compte que, finalement, le local là, il est bon, hein, Banquetet là. On va essayer de le mettre dans le 50 ans, tu vois. Donc on arrive en quart de finale, on doit jouer contre le Sénégal. 50 ans. 50 ans champion. Oh. On est 4e de notre poule. Le Sénégal est premier de l'autre poule de l'autre côté, donc forcément on les prend en quart de finale. Ils sont les grandissimes favoris. Il y a 5 joueurs qui sont passés par la NBA dans l'équipe. Le meilleur marqueur du championnat de France est sur le banc dans leur équipe. Il y a un autre truc qui était impressionnant, c'est qu'ils étaient habillés en Nike. Et nous, quand on a vu ça, on dit ouh là 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 là, ils ont des Nike, pendant que nous, on avait des vêtements qu'on avait confectionnés pratiquement nous-mêmes, qu'on avait designé nous-mêmes avec des marques, une sous-marque française. Donc on était pas ridicule, mais bon, c'est pas pareil, ouais. Seul le travail paye, quoi. Si tu viens au départ qui est banqueteur, on dit bof, bof, monsieur, là, il est bof, bof. Et puis après, il a 50 ans. C'est-à-dire que tu commences le match et puis vous gagnez le Sénégal, quart de finale. C'est définitivement fini sur cette défaillance. C'est fini. Il l'emporte. Je ne jouais pas un tout petit peu sur sa valeur réelle, malheureusement. Ce sont les Ivoiriens qui vont passer. Ils se sont lancés un mot d'ordre.
à 2-3 joueurs, Solo, Diabaté, lui, Tapé Eric. Ils ont dit juste, il passe pas. Le Sénégal, joueur NBA, joueur qui joue Euroleague. C'est-à-dire que j'étais rempli de vrais pros. Et surtout la taille, quoi, la taille des joueurs, des Sagana Diop, des Boniface Ndong, voilà, Papso et tout ça, c'était, voilà. On arrive en demi-finale, on joue contre le Cameroun. Pareil, c'est censé ne pas être le même niveau. On bat le Cameroun. On bat le Cameroun en demi-finale, on est qualifié pour le Mondial 2010. Où on se voyait même, c'est-à-dire qu'on n'imaginait même pas qu'on pouvait se qualifier pour le Mondial. On arrive en finale, on joue contre l'Angola. L'Angola, c'est l'Angola. Nous là, notre plaisir était déjà, c'est qu'on a déjà réussi notre compétition. Jouer la finale là, on ne pouvait jamais imaginer qu'on pourrait jouer la finale. Donc voilà comment se termine l'Afrobasket 2009, où personne ne nous attendait. Et pour moi, je pense que c'est l'une des médailles qui m'a vraiment fait plaisir. Vraiment, c'est l'une des compétitions qui m'a marqué dans ma carrière en équipe nationale. Nous, tout ce qu'on avait à prouver, c'était qu'on en avait plus envie. Et ça passait par un joueur comme Stéphane, qui est d'abord un super communicant sur le terrain, un super motivateur, mais aussi, même quand il est sur le banc. C'est le gars qui crie sur ses gars, et par ses actions, forcément, il encourage les autres à faire la même chose. Alors même les joueurs qui ne sont pas défenseurs, à ce moment-là, deviennent des grands défenseurs. Et c'est ça le vrai impact du joueur Stéphane Konaté. L'Afrobasket ici à Abidjan, c'était particulier parce qu'on jouait à la maison. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. La campagne de 2021 est sensiblement égale à 2009. Pourquoi? Parce qu'on partait à cette campagne-là incognito. Les gens ne s'occupaient pas autour de nous. Mais elle a un goût particulier parce que moi, je revenais en sélection. Tantôt de jeu, on bat le Kenya, qui était difficile au début, mais au 4e quart-temps, on fait la différence. Ensuite, on gagne le Nigeria et après, on gagne le Mali. Qualifié directement pour le quart de finale. Le quart de finale, on devait jouer contre la Guinée. On bat la Guinée, d'un large score. En demi-finale, on doit croiser le Sénégal. Moi, j'étais dans les 50 ans. Et Zouzoua n'était pas spécialement en feu, comme on dit, dans les matchs de poule. Et le coach, le jour même du match contre le Sénégal, le matin, il m'appelle, il me convoque. Et on a une réunion entre lui et moi. Et pendant cette réunion, il me dit, Stéphane, demain, le match contre le Sénégal, tu ne seras pas dans les 50 ans. Je lui ai dit, OK. Il me dit, je t'explique. Donc il m'explique qu'au départ, Zouzoua n'était pas trop tu vois, il n'était pas trop en feu, alors qu'on avait besoin de lui. Et il a bien terminé les phases de poule. Donc il voulait continuer à faire confiance à Zouzoua, le mettre dans les 50 ans, pour qu'il ait plus confiance en lui et pour qu'il puisse nous aider au maximum. Comprends-moi que je vais le mettre dans les 50 ans, tout ça, machin. Donc toi, je te sors du 50 ans pour mettre Zouzoua. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je lui ai dit, coach, du moment où c'est pour le bien de l'équipe, 50 ans ou pas, le plus important, c'est d'aider au mieux l'équipe à gagner les matchs. Donc, pour que Zouzoua rentre dans le 5 là, moi je suis totalement d'accord, il n'y a même pas de souci. C'est pour expliquer un peu l'esprit dans lequel moi et l'équipe on était vraiment en phase. Hein. On était vraiment en phase. C'était une équipe vraiment soudée, une équipe qui vit bien ensemble. On avait vraiment une très très bonne alchimie. Il y a 50 ans, il commence le match, moi je rentre après, mais il nous a aidés, il a marqué les 3 points comme il fallait. On a pu gagner ce match tranquille, mais c'est avec l'apport de tout le monde. Quickly to Fofana. Goal! Oh, unbelievable! What a turnaround for the Elephants. Donc on arrive au match contre la Tunisie, on commence le match. The dump to Mejri, and he's fouled. Goes to the line for 3-point play. Et la Tunisie garde cet écart-là jusqu'à 2-3 minutes de la fin du match. Malheureusement, on n'a pas pu terminer le match comme il fallait. On a été battu de 3 points. Gets it down, and that is it. Tunisia celebrate.
Côte d'Ivoire never gave up. J'aurais voulu être champion d'Afrique, mais bon, comme je suis croyant, je me dis que si j'ai eu cette médaille d'argent, c'est parce que Dieu l'a décidé. Et voilà, moi je l'ai portée fièrement, j'ai été fier de cette médaille d'argent. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours fier de cette médaille d'argent. Cette aventure sous le maillot orange durera 30 ans. Pendant les finales, je suis interpellé par l'organisation de FIBA pour un prix par rapport à notre longévité au haut niveau. And here's Stéphane Konaté in his last FIBA AfroBasket, playing for Côte d'Ivoire, receiving the honor. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que FIBA m'honore ainsi avec ce ballon d'or. Du coup, je pense que ça a été le clap de fin, mon clap de fin pour les Afro-Basket en équipe nationale, parce que c'était quand même en 2021. Et le prochain Afro-Basket qui va se jouer en 2025, je pense que j'aurai 45 ans, mais je pense que la logique voudrait que je ne sois pas là. Après plus de 30 ans passés sur les parquets d'ici et d'ailleurs, il jette un regard sur le basketball ivoirien. Je vois le basketball ivoirien dans 5 ans prospère. Avec l'avènement de la balle, on a des jeunes présidents de clubs qui mettent les moyens pour pouvoir attirer les joueurs étrangers vers les clubs pour élever le niveau de leur club. Et du coup, ça élève forcément le niveau du basketball ivoirien. Désormais, il veut transmettre aux plus jeunes ce que le basketball lui a apporté. Déjà, c'est le giving back. Donc, moi, je le fais déjà avec mon association, qui est Une Balle, un Espoir. J'organise des camps à Korogo pour l'instant, parce que moi, je viens de Korogo. Je connais le parcours que j'ai fait de Korogo à aujourd'hui. Je sais les difficultés que les enfants des villes de l'intérieur ont pour pouvoir pratiquer ce sport. Mon association réhabilite des terrains ou construit des terrains pour pouvoir pratiquer le basketball dans des conditions un peu plus décentes. On a fait un camp où on a près de 200 gamins qui viennent participer au camp, avec des villes de l'intérieur, Tafiré, Bunjali, Feke, Katiola, tu vois, qui viennent participer à ce camp. Pour moi, c'est magnifique de pouvoir faire ça pour les enfants. À l'orée de sa retraite sportive, Stéphane Konaté a une nette idée de ce qu'il veut pour la suite. Il y a un manque terrible de formation. Ça, c'est personnel, hein. Ça n'a rien à voir avec les institutions. Et moi, je veux apporter à mon niveau ma maigre contribution pour pouvoir aider ces jeunes-là à avoir un débouché. Le plus important ici, c'est que ces enfants-là voient en moi leur rêve. Moi, j'étais à Korogo. J'ai commencé à Korogo, j'ai vécu ce qu'ils ont vécu et je suis arrivé là où je suis. Donc comment je reviens vers eux pour leur dire, ça c'est possible. Votre rêve là, il peut se réaliser. Donc moi je vais vous aider à le réaliser. Donc quand tu viens réhabiliter un terrain, tu donnes de l'espoir aux petits. Parce qu'ils n'avaient pas ça. Quand tu fais des dons de ballons, de maillots, d'équipements sportifs, tu donnes de l'espoir parce que ça va l'aider à réaliser son rêve. Okay? Et quand pendant ce camp-là, il voit qu'il y a peut-être un coach américain qui est là, ou un coach, je ne sais pas, un coach européen qui est là, tu l'aides à réaliser ses rêves. Officier dans l'Ordre national en 2009, officier du mérite sportif et prix d'excellence du meilleur athlète ivoirien en 2021, il est désormais une légende dans sa discipline sportive. Pour en arriver là, il a bénéficié du soutien de ses proches. Ça commence par ton épouse. Je profite encore de cette occasion pour lui dire merci pour tout ce qu'elle fait, parce que c'est pas évident. Laisser son travail pour accompagner son mari pendant les compétitions, c'est vrai que c'est pas évident, mais elle le fait avec amour et avec passion comme moi. Et voilà, je suis très, 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 très reconnaissant. Acteur majeur de la qualification des éléphants pour la Coupe du Monde de basketball, Stéphane Konaté n'était malheureusement pas du voyage pour les phases finales. Selon la rumeur, il y aurait des problèmes entre le président de la FIBB et lui. Vrai ou faux? J'ai aucun problème avec le président de la fédération ni la fédération. De moi vers la fédération. Mais je ne sais pas si le président de la fédération a un problème avec moi.
Je n'ai aucun problème. Comme j'ai dit, je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. Ce n'est pas dans mon éducation, ce n'est pas ma nature. Depuis août 2022, je n'ai aucun signal de la fédération. Étant le capitaine, je sais très bien que quand il y a eu ce problème, après il y a eu le fait qu'il fallait écouter les joueurs, il fallait parler aux joueurs. Les joueurs, moi je sais, puisque les joueurs m'ont dit, les joueurs ont été contactés par le président de la fédération et le coach, ou par certains membres de la fédération. Les joueurs leur ont dit, on a un capitaine qui est sur place à Abidjan, contactez-le, parlez-lui, c'est lui qui nous représente. Ils n'ont jamais fait. Et comme je dis, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très positif. Et voilà. Moi, je prends les choses positivement. C'est arrivé, c'est arrivé. La Coupe du Monde allait être ma dernière compétition avec l'équipe nationale. Et j'y suis pas. Je considère que mon aventure avec l'équipe nationale est terminée. Tout simplement. Mais pour moi, ça s'est très bien terminé. Très, très bien terminé. Vous avez vu la joie avec laquelle j'ai célébré la qualification du mondial ici. Donc c'était, du moment où il y avait 7 jours là pour moi, ça s'est très, très, très bien terminé. C'est bien fini, quoi. Donc moi, j'ai aucun regret. Que retenir du basketteur Stéphane Konaté? L'exemplarité. Et aussi l'homme. Un homme qui sourit tout le temps. Même dans les matchs difficiles, en dehors, sur le terrain. Quelqu'un à qui on peut parler. Quelqu'un à qui parler et qui fait passer toujours l'intérêt du groupe avant le sien. Et malheureusement, il y a trop peu de joueurs qui sont comme ça. On n'en a pas assez. C'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. C'est quelqu'un qui se met toujours dans une position de victoire. Le meilleur joueur de sa génération. Il a toutes les qualités, physique, technique, tactique. Et c'est un meneur d'hommes. Les Ivoiriens et les basketteurs retiendront de Stéphane Konaté quelqu'un qui a marqué sa génération. Tout ou presque tout concernant Stéphane Konaté. C'est la fin des Grands Docs. Rendez-vous lundi prochain dans NCI Sport pour l'essentiel de l'actualité sportive. Allez, excellente soirée à tous. Bye bye.